Désertification, Thomas Cluzel vous en parlait dans son journal. Les participants à la COP15 qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, chercheront probablement des solutions à la sécheresse, au manque d'eau, à la dégradation des sols, aggravée par le réchauffement climatique. Déforestation, on vient d'apprendre qu'un nouveau record a été battu en Amazonie, au Brésil, avec plus de 1000 km² déboisés le mois dernier, en avril. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qu'avons-nous à apprendre des peuples autochtones? Comment agir ensemble? On va en parler avec nos deux invités. Elles participent toutes deux à la première édition du festival Anthropocène qui se tient en Normandie jusqu'au 15 mai. La journaliste et anthropologue Sabah Rahmani, tout d'abord, est notre première invitée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, auteur il y a 2 ans de Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre, paru chez Actes Sud. Vous dirigez aujourd'hui une nouvelle collection, Voix de la terre, toujours chez Actes Sud, inaugurée le mois dernier avec 2 titres. Yanomami, l'esprit de la forêt, de l'anthropologue Bruce Albert, et le chaman Davi Kopenawa, et Kogis ou Kogis, le chemin des pierres qui parlent, de Éric Julien. Quel vide, avant de présenter notre deuxième invité, quel vide cette nouvelle collection vient remplir pour vous? Quelle voix va-t-elle nous faire entendre? Eh bien, écoutez, elle est dans la lignée de la collection qui a été fondée par mon collègue avec qui je dirige cette collection, Stéphane Durand. C'est Le Monde Sauvage, qui donne la parole au monde des vivants. Donc, la collection Monde Sauvage est plus axée sur la biodiversité, la nature, les animaux et les plantes, alors que Voix de la Terre nous manquait aussi ces voix humaines, ces voix des peuples, que ce soit ailleurs ou même ici en Occident, réveiller ces racines de nos cultures où le vivant n'est pas séparé de la culture, où il y a une imbrication, une interaction, une autre vision du monde, où tous les êtres vivants sont en interaction et dans cet échange. Et on considérait que Voix de la Terre, pour exprimer cette autre philosophie ou cosmophilosophie, comme dirait un ami chaman du Mapuche au Chili, pour nous réinterroger sur cette relation, qu'est-ce que le vivant dont nous sommes partis et non pas séparés comme on donne au récit depuis la rationalisation extrême où on sépare nature-culture et on sépare l'humain de la nature alors que nous en faisons complètement partie et les peuples autochtones l'ont compris depuis toujours et le perdurent depuis toujours. C'est nous qui nous sommes déracinés. Voilà. Penser racine, penser connexion, penser relation avec ces voix qui viennent nous éclairer, nous apporter un témoignage, une expérience. Avec nous également la cacique Tanone, chef de la tribu des Cariri Choco, un peuple racine du Brésil, établi le long du fleuve São Francisco. Elle alerte depuis des années sur la pollution des rivières et la déforestation qui modifie les conditions de vie de sa communauté. Bonjour à vous, Tanone. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, Lucilia Vuillaume. Bonjour et merci à toutes les deux d'être aussi avec nous aujourd'hui. Peut-être nous présenter Sabah Rahmani, Tanone, que vous avez rencontré il y a longtemps déjà, qui a participé, qui a prêté sa voix à vos paroles des peuples racines et qui a raconté son expérience. Oui, Tanone, on s'est rencontrés en 2017 à l'Alliance des gardiens de la mer nature qui avait eu lieu à Brasilia, au Brésil, à l'appel du grand chef Raoni, qui a regroupé un peu plus de 250 représentants autochtones du monde entier. C'est la première fois que des peuples autochtones s'auto-réunissaient, et pas à l'appel d'une grande institution comme l'ONU tous les ans, mais pour décider aussi de quelle voix ils voulaient faire entendre au niveau international. Avec Tanone, on s'est rencontrés donc, il y a 5 ans, et depuis, nous essayons de travailler ensemble pour porter la voix de sa communauté et de ce qu'ils subissent, parce que Tanone fait partie du peuple Cariri-Choco, ils sont à peu près 5000, et c'est la première femme chef de son peuple, et aussi c'est très rare au Brésil, puisque sur les un peu plus de 250 peuples recensés, il n'y a qu'à peu près 17 femmes caciques, c'est-à-dire chefs. Quel est votre combat, Tanone, aujourd'hui? En fait, la lutte est importante. J'ai été choisie par le Grand Esprit. Je dis la vérité, je lutte et je défends notre mère, terre-mère et notre nature-mère. J'aide aussi mes frères et sœurs qui sont dans des grandes difficultés concernant nos territoires.
Pouvez-vous nous parler de votre tribu? Combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants? Où vivez-vous? Dans quel environnement? Eu sou filha natural de Alagoas. Je suis de l'État d'Alagoas. Está lá. Ma Só mère que était là-bas. Em Mais 86, en 86, eu fui escolhida para ser essa liderança. j'étais porque choisie eu comme entrei chef com vários tipos de doença, parce que j'ai eu pas mal de maladies, j'ai eu un cancer, 14 cirurgias. j'ai fait 14 interventions chirurgicales. E onde eu vim achar o remédio foi Et no j'ai Cerrado, trouvé na capital do le Brasil, médicament, c'est Brasília. dans la nature autour de Brasilia, E aí dans la savane brésilienne. Vim sozinha, depois voltei J'ai para minha vécu toute aldeia. seule, après je já suis perdi meus revenue filhos, dans ma tribu, j'ai pris mes enfants et puis après j'ai déménagé à Brasilia sans mon mari. E lá no Nordeste, são quase Dans la région 5.000 nord-est, Cariri il y a presque 5000 Cariri Choco. E na minha aldeia, Et dans ma nova, tribu, no la Distrito nouvelle, Federal, só tem dans le district 86. fédéral, nous n'avons que 86 membres. Só família, mãe, Des familles, irmão, des filho, des neto, bisneto mamans, e tataraneto. donc ma famille, c'est-à-dire plusieurs générations. Et comment se porte votre communauté aujourd'hui? Avec quelles nouvelles arrivez-vous ici en France? A minha de Brasília ou do Nordeste? En Brasilia ou au nord-est? De votre communauté? Agora nós estamos bem e Nous allons bien, felizes, nous sommes heureux, porque valeu a pena a minha luta com a minha parce que pequena comunidade. ma lutte auprès de ma communauté a porté des fruits. E hoje está sendo construída com um projeto. Et nous que eu avons des mesma projets. fiz às 3 horas da manhã. Un projet que j'ai écrit à 3 heures du matin. Quel Ah, est-il? Fiz na C'est quoi ce terra, projet? Nossas casas originárias, Maisons traditionnelles. toda redonda. Elles sont rondes, nos maisons traditionnelles. Então, eu consegui Nas somente habitações. 14 hectares J'ai réussi à avoir Construída 14 hectares com o centro cultural, avec un centre as culturel, 7 ocas e o terreiro, cette e maison 16 casas. et 16 casa de farinha. maisons. Il y a une maison pour la farine. C'est probablement pour le pain. E a cerca viva e cerca de segurança. Nous avons tout Para a nossa tout segurança. encerclé pour notre sécurité. Voilà, le projet tel que vous l'avez imaginé, les bons projets naissent souvent à 3 heures du matin. Vous avez néanmoins repris ou pas lâché, chef Tannone, votre bâton de pèlerin pour alerter sur les ravages des politiques en cours, et notamment en matière de déforestation au Brésil. Pourquoi parle-t-on, Sabah Rahmani, de peuples racines pour les peuples autochtones? C'est d'ailleurs le titre que vous aviez donné à cet ouvrage qui réunissait leurs voix en 2019, Paroles des peuples racines. Mais écoutez, ce sont les anthropologues russes qui parlent de peuple racine et je trouve que c'est beaucoup plus adapté que le terme peuple premier ou indigène ou qui ont une autre histoire et qui sont connotés. En France, on dit plutôt peuple autochtone, mais j'aime cette expression peuple racine parce qu'il y a ce lien avec les arbres et toutes les communautés que je rencontre depuis 25 ans ont un lien vraiment sacré et très respectueux des arbres où ils le considèrent souvent comme des frères ou sœurs et qu'ils sont pas en train de les abattre comme si c'était des objets inertes pour fabriquer des meubles, des parquets, mais ils ont vraiment cette conscience que certains disent nous descendons même de l'arbre. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant cette expression, elle est symbolique et en même temps très révélatrice aussi de notre rapport au vivant. Et vous parlez justement d'arbre de l'humanité, cet arbre de l'humanité dont les branches n'empruntent pas les mêmes voies. Nous sommes à la fois différents et nous venons tous peut-être du même tronc. Il y a ce tronc commun qui est à rechercher aujourd'hui. Que représente pour vous, chef Tannone, que représente pour vous l'arbre, cette idée, cette notion même de racine, être enraciné? Nós, povos tradicionais, Nous, les peuples autochtones,
Nos forêts, nos arbres sont notre grande richesse parce que ce sont elles qui nous apportent de l'oxygène, la santé, la végétation. Et c'est comme ça que nous allons survivre, vivre et respirer de l'air propre. C'est très important de se lever le matin. On a un problème et on arrive auprès de l'arbre et on prie au grand esprit et l'arbre apporte ce message pour qu'il nous guérisse de tous les maux. Vous êtes coiffé de plumes bleues et blanches. Est-ce que ces couleurs ont un sens? C'est notre peinture corporelle originale. Le bleu et le blanc. Noir. Le blanc, je n'en ai pas. Parce que ce n'était pas possible. Nous avons des couleurs différentes. Cette couleur-là, elle reste pendant une vingtaine de journées. Voilà ce qui me représente. C'est la peinture de ma tribu. C'est culturel. Et des bijoux, des boucles d'oreilles que vous portez l'une et l'autre d'ailleurs, toutes les deux aujourd'hui, vous, Cacique Tanoné, et vous également, Sabah Rahmani, qui êtes nos invités jusqu'à 13h30. Sabah Rahmani, vous l'avez raconté dans ce livre, il y a plus de 370 millions de personnes dans le monde qui représentent aussi sur tous les continents, qui parlent des langues différentes et qui peuvent incarner ces peuples racines, ces gardiens de la mère nature, ces peuples autochtones qui ne sont pas si minoritaires qu'on le dit ou qu'ils en ont l'air. Nous avons à apprendre les uns des autres. Il y a un partage de savoir à mettre en place que vous évoquiez et qui est intéressant. Ces voix, elles vous racontent aussi leurs propres expériences de la vie, ces voix de la terre. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, et ce que vous allez faire avec cette nouvelle collection, c'est faire dialoguer, notamment chamans et scientifiques. On l'a à travers cet ouvrage-là, où s'ouvre le dialogue entre ces deux mondes, finalement, qui semblent a priori opposés, celui des sciences dures, modernes, et celui du chamanisme. Croyance et raison ont des choses à s'apprendre. Comment vous avez structuré ce dialogue ? Écoutez, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui même, on estime l'ONU estime à près de 400 millions de personnes qui représentent les peuples autochtones. Et l'ONU reconnaît aussi que ces personnes, sur leur territoire ancestral, préservent 80% de la biodiversité mondiale. C'est énorme. Et c'est révélateur aussi du lien qu'ils ont à la nature. Alors, on oppose souvent science et raison, croyance et raison, mais justement, eux ne font pas ces séparations. Il y a vraiment une vision holistique, que tout est un, tout est relié, et que le monde vivant n'est pas si fragmenté que ça, et que si on touche à une partie, il y a des conséquences évidemment dans l'autre. Donc, ces voies, justement, de convergence, de se faire dialoguer des chamans et des scientifiques, c'est très intéressant, c'est vraiment passionnant parce qu'on se rend compte que il n'y a pas tant sur le constat des différences. Par exemple, chez les Kogi, le dialogue entre les chamans Kogi et les scientifiques, les géographes qui ont travaillé dans la Drôme et qui est très, très, très bien raconté dans ce livre, se rend compte qu'il faut un diagnostic territorial et que avec des outils différents, ils arrivent aux mêmes conclusions. Donc, le chamanisme est aussi fait appel à d'autres outils de connaissance, d'autres outils d'observation, d'autres outils de réflexion, mais pour autant, c'est pas irrationnel, contrairement à ce que longtemps les récits nous ont fait croire sur les peuples autochtones. Il y a vraiment, c'est une autre lecture avec d'autres repères, beaucoup plus sensibles et beaucoup moins visibles. C'est pas parce qu'ils n'ont pas cette technologie, ces outils de mesure, mais le premier outil de mesure qu'ils ont, c'est leur corps. Et là, c'est très intéressant parce que les scientifiques qui ont fait l'expérience dans la Drôme étaient absolument
étonnés, subjugués. Mais comment savez-vous ça? Ils sont surremontés à la géologie plus vieille de millions d'années, de lire dans le territoire toutes les traces. Et ils ont même repéré, à un moment donné, il raconte Éric Julien une anecdote très intéressante, où dans la forêt, ils ont dit, mais ils n'étaient jamais venus sur ce territoire, les 3 chamans, Kogi, et ils disent, mais comment ça se fait que vous ayez planté des arbres, ce sont des arbres, des pins d'Autriche. Ils ont dit, mais ces arbres ne sont pas d'ici. Ils sont en train de prendre toute l'eau nécessaire aux autres arbres. Ils ne sont pas en train de partager. Ces arbres-là que vous avez mis ne vont pas dans cet environnement. Et effectivement, plus de 100 ans auparavant, si ma mémoire est bonne, ils avaient planté ces arbres-là et qui venaient des pins d'Autriche. Ce n'est pas d'espèces endémiques. Et voilà, c'est des petites anecdotes qui regorgent dans ce livre et qui sont absolument extraordinaires. De même que dans le livre de Bruce Albert et de David Kopenawa, c'est extraordinaire. Il y a eu des rencontres avec des artistes, notamment Raymond Depardon, enfin photographe, et aussi Claudia Angoujard, et qui sont très très riches, très intéressantes, mais peut-être qu'on aura aussi l'occasion de parler de ce qui se passe en ce moment pour le Yanomami, qui est absolument terrible, parce que dernièrement, il y a l'invasion d'orpailleurs. Je ne peux pas ne pas en parler, parce que c'est absolument grave ce qui se passe en Amazonie avec eux. Faites-le. Là, il y a des attaques, des viols, des violences, des meurtres envers des femmes, des hommes, des enfants. Là, le mois dernier, une jeune fille de 12 ans a été kidnappée avec sa mère. Ils l'ont violée, elle est morte. Pareil, une femme, ils ont jeté dans la rivière une femme avec son enfant de 4 ans. C'est absolument terrible ce qui se passe sur le territoire des peuples Yanomami, qui a la plus grande réserve du Brésil. Où est-ce qu'il se trouve, ce territoire? Comment? Où est-ce qu'il se trouve, ce territoire? Au nord-est du Brésil, à la frontière avec le Venezuela. C'est le plus grand. C'est un des premiers territoires autochtones brésiliens qui a été reconnu après 1988, après la Constitution, et qui aujourd'hui, Bolsonaro a ouvert les portes aux orpailleurs illégaux, et ils sont en train de... C'est un massacre qui est en train de se faire aujourd'hui, et je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se passe là-bas, parce que c'est absolument scandaleux, et que si l'Amazonie disparaît, ce sont des lanceurs d'alerte, les peuples autochtones, les conséquences viendront aussi ici. Et Tanone l'a vécu, elle dit qu'effectivement son peuple et du nord-est, où là c'est la Mata Atlantica, c'est la forêt primaire atlantique, qui aujourd'hui, depuis la colonisation, a perdu plus de 90% de son territoire. Donc ils savent exactement ce qu'ils ont vécu, et comment les grands fermiers ont grignoté leur territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son peuple a dû en partie aller à Brasilia pour se rapprocher aussi des villes, pour certains qui puissent étudier. Mais en tout cas, il y a une grosse pression sur tous les peuples autochtones. Je pense aussi aux Guarani Kaiowá qui subissent la pression terrienne des agriculteurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de peuples autochtones, il y en a plus de 250 au Brésil, et beaucoup sont dans une situation dramatique. Le peuple Cariri Choco, lui, a vécu ça il y a des dizaines d'années, mais aujourd'hui, c'est l'Amazonie qui sont en train de vivre ça, et on ne peut pas ne pas rien faire. Chef Tanone, vous êtes au courant de ce qui se passe dans d'autres communautés, chez d'autres tribus. À l'instant, Sabah Rahmani évoquait le sort ou ce qui arrive pour les Yanomami. Ce sont des combats, des luttes partagées que vous menez ensemble. Eu fico emocionada de responder essa palavra. Je suis très émue lorsque je vous réponds. Hoje está acontecendo com a Amazônia. Ceci, maintenant, c'est l'Amazonie. Vendo nossos parentes morrendo. Je regarde, je vois mes frères et mes sœurs. Ils meurent. Les enfants, nos grands guerriers. Do mesmo jeito que foi no início, quando os portugueses. Au début, lorsque les Portugais sont arrivés au Brésil, ao Brasil, essa mesma condição aconteceu. C'est produit la même chose. Et maintenant, c'est pareil en Amazonie. Então, agora está na mão do grande. C'est le grand esprit. Maintenant, c'est entre ses mains. Ce n'est que lui qui pourra nous aider. Parce que c'était triste de voir les enfants mourir, assassinés. On veut manger un poisson et le poisson est contaminé. Et les orpailleurs sont dans le territoire et détruisent tout.
tout ce que le grand esprit a construit, a bâti. Il y a beaucoup de souffrance, Et nous allons chanter, prier, demander de la lumière pour savoir comment nous allons survivre dans ces cercles de feu dans lequel nous sommes jetés. C'est très triste. Mais je fais confiance au grand esprit. Je souffre avec lui et je transmets tout ce message. Je remercie au grand esprit. Et je remercie à mon ami journaliste, ma fille, ma sœur. Elle est tout en même temps. C'est grâce à elle que je suis là pour dire la vérité non seulement de mon peuple, mais la réalité de tous mes frères et sœurs indigènes. Tous les indigènes sont des frères et sœurs et ma douleur est leur douleur. Eu sinto muito pelo que estão fazendo hoje. Je ne regarde plus la télé parce que je souffre. Je veux entrer dans ma réserve et travailler. Et je demande au grand esprit, de nous sauver. On se souvient des mots très violents du président Bolsonaro avant même son élection, durant sa campagne. Les minorités devront s'adapter à la majorité ou simplement disparaître. Il avait dit également que s'il prenait le pouvoir, les Indiens n'auraient plus un centimètre de terre. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur de jugement? Au fond, elle appartient à qui, cette terre dont parle Bolsonaro? Eu acho que esse cidadão, ele não tem noção. Ce monsieur ne sait pas. Ele não sabe o que fala. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parece que ele está falando com incentivo do grande espírito mau, cego. Donc c'est le grand esprit méchant qui le guide. Parce que le grand esprit de lumière ne peut pas être en compagnie de cette personne. Une personne qui pense à la destruction. Quem são os povos tradicionais indígenas? Qui sont les peuples traditionnels indigènes? Ce sont nous. Qual é a nossa riqueza? Notre richesse, c'est les rivières propres, nos terres préservées. L'union entre les différents peuples. Lorsque cet homme arrive, je ne sais pas qui il est, mais le grand esprit sait qui il est. Il est arrivé ici pour détruire. Et s'il arrive, c'est parce que nous, un peuple traditionnel, est ambitieux, est trop ambitieux, il est trop approché du capitalisme. Ça, c'est triste. Mais je sais que c'est la vérité. Moi, j'ai la foi, la vérité. Je n'ai pas un centime. Tout ce que je veux, le centime qui vient de mon travail sacré et l'argent honnête que je reçois. Mais je ne me vends pas, je ne vends pas ma terre. Je ne vends pas à mes frères et sœurs, je ne veux pas. Je ne veux pas un centime, je veux demander de soutien. C'est un autre pays. Vous pouvez envoyer des messages pour que cet homme vous entende, pour qu'il ferme les yeux et ne regarde pas nos territoires traditionnels. Tout ce que nous voulons, c'est être en paix, vivre en paix dans nos territoires. Chef Tanone, chef de la tribu des Cariri Choco, un peuple racine du Brésil. Vous l'appelez, le président Bolsonaro, l'homme sans conscience. C'est comme ça, Tanone, que vous l'avez surnommé. Sabah Ramani, le président Bolsonaro défend d'autres intérêts, celui des industries, celui des lobbies agricoles. Est-ce qu'il y a moyen,
un jour de résoudre ce conflit d'intérêts. On entendait bien ceux défendus par Tannonnet et sa tribu. Oui, je pense que toutes les pressions citoyennes, associatives et aussi politiques sont nécessaires, et même d'ici. Ce n'est pas un problème exotique, hein. C'est un problème qui nous concerne aussi, puisque beaucoup des matières premières exportées par le Brésil arrivent en Occident, enfin en Europe. Donc il y a des moyens de pression qui existent. On sait bien les ravages du soja, du bois illégal, la manière de consommer. Est-ce qu'on veut se rendre complice de tout ce massacre, tout ce pillage, hein? Tannonnet est très ému parce que effectivement il y a de quoi être révolté de tout ce qui se passe là-bas. Mais je pense qu'il faut absolument que d'abord les citoyens puissent exercer des actes d'achat conscients et de vraiment vérifier l'origine de leurs produits, que ce soit notamment le bois. Mais le soja, à quoi il sert? La plupart du temps, il sert à nourrir, enfin il y a eu des débats aussi beaucoup dans les médias, les animaux ici de l'élevage. Donc nous sommes directement aussi responsables en partie. C'est pas pour culpabiliser, mais quand on remonte les traces de tous ces produits-là, ils arrivent énormément en Europe. Donc pour exercer ces pressions-là au niveau des citoyens, des actes d'achat, des associations, et que pour exercer cette pression au niveau des politiques, qui puissent arrêter l'importation de ces produits-là et trouver d'autres alternatives pour essayer de couper cette chaîne infernale et destructrice et mortifère. Et pour les gouvernants, pour les dirigeants européens notamment, réfléchir à leurs importations aujourd'hui, parce qu'il y a plus que réfléchir, agir. Est-ce que tous ces combats, les combats des peuples autochtones aujourd'hui, engagent aussi la jeune génération qui se mobilise aujourd'hui? On va écouter les mots d'une juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, porte-parole de l'Hexagone du collectif Hors de question, opposé au projet Montagne d'Or et à l'industrie minière en Guyane. On la recevait récemment, Marine Kelmet, qui milite pour la reconnaissance des droits de la nature et le respect des droits des peuples premiers. Sa prise de conscience, son engagement, elle y revenait dans un livre, Les gardiens de la nature, et à notre micro. J'ai croisé, alors complètement par hasard, une délégation amérindienne, autochtone, en visite à Paris, et qui m'a parlé du projet Montagne d'Or en Guyane, qui m'a dit on a besoin d'une juriste pour nous aider à récupérer nos terres. Et je me suis dit c'est peut-être là que je vais comprendre en fait quelque chose, prendre de la distance avec notre monde, aller comprendre à travers leurs yeux ce qui se passe dans leur société et comment ça se fait que eux ont réussi à protéger leur culture, à protéger leur lien à la nature. Ça c'était mon déclic personnel, c'est d'apprendre en fait à comprendre notre monde, mais à travers leurs émotions, leur vie, leurs ressentis. Et du coup, en tant qu'occidental, d'être en mesure de proposer des solutions, pas pour les aider eux, mais pour nous aider nous, parce que c'est nous le problème. Votre combat, Tannonnet, on l'entend, passe par la nécessité d'interpeller aussi médiatiquement, d'interpeller les opinions, faire savoir ce qui se passe là-bas. Beaucoup diront l'Amazonie, c'est loin, on ne vit pas les choses comme vous directement. Mais il passera peut-être aussi demain ou dès aujourd'hui par un volet juridique. Vous plaidez pour une déclaration universelle des droits de mère nature. Qu'est-ce qu'elle dirait, cette déclaration ? Et faudrait-il la rendre, lui donner une force juridique? Com certeza. Bien sûr. Precisamos de apoio. Nous avons besoin d'être Dos órgãos soutenus federais, par les como organismes o fédéraux IBAMA, au Brésil, comme l'IBAMA, le secrétariat de l'Union fédérative du Brésil, et même le président de la FUNA, la Fondation de l'Indien, pour qu'ils arrêtent avec des documents basés sur des documents, et parce que nous sommes trop fatigués. Nous ne pouvons plus continuer de souffrir comme ça. C'est eux qui doivent arrêter la dévastation. Et ça passe par ces tribunes-là. Il y a une déclaration des droits de l'homme aujourd'hui. Imaginez une déclaration des droits de la nature, de mère nature, c'est nous remettre un peu à notre place aussi, hein, non, Sabah Rahmani? Complètement, parce que là encore, nous avons vraiment séparé l'humain de la nature, alors qu'aujourd'hui, cette séparation j'ai même envie de dire n'a plus lieu d'être. On a séparé et on a hiérarchisé aussi. Complètement, on a voulu, parce que même dans notre vocabulaire, le vocabulaire occidental parle d'exploitation des ressources. Mais par exemple, beaucoup de peuples autochtones n'utilisent pas ce mot. Ils disent prélever, et il y a surtout cette relation d'échange.
par exemple, si on pêche, on chasse ou on cultive quelque chose, on va demander la permission aux esprits des lieux, ce qu'ils appellent, ou à l'énergie des lieux. Et en même temps, c'est pour mettre de la conscience, ne serait-ce de la conscience que ce qui nous est donné par la nature n'est pas un objet inerte et qu'il faut le rendre et qu'il y a un équilibre à préserver. C'est pour ça que souvent, dans leur cosmologie ou dans leur rituel, ils ont des offrandes pour remercier. C'est un acte symbolique. Alors, il ne s'agit pas de leur ressembler, de faire comme eux. C'est juste nous de remettre cette conscience de réciprocité et de cette interdépendance entre tous les êtres vivants dont nous sommes aussi partie. C'est cette idée de miroir que vous développez, que vous expliquez aussi. Oui, un miroir, je dirais même plus qu'un miroir, on est dans une sphère où tout interagit, c'est comme une cellule. Enfin, chacun a sa place, chacun a son rôle. Tanoné disait hier, nous étions au festival d'Anthropocène, c'était magnifique, et elle disait, pour nous, chaque peuple a sa richesse, chaque peuple a son rôle à jouer, et nous respectons tous les peuples, parce que chacun est important, et nous avons tous un rôle à jouer dans l'équilibre de la Terre. Oui, vous vous méfiez, et c'est important de le dire parce que vous le racontez bien, des discours un peu trop angéliques aussi, un peu gnangnan, qui consiste à dire ils sont venus nous dire la bonne parole, écoutons-les, revenons à la nature. Non, ce sont des êtres humains comme nous, comme tout le monde, et c'est très dangereux d'idéaliser qui que ce soit, alors que il y a des belles personnes et des personnes plus en souffrance, je dirais, partout dans le monde, c'est universel. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, les peuples autochtones ont cette attention à la nature qui s'est trop perdue chez nous, et qui sont des lanceurs d'alerte, tout simplement. Non seulement par rapport au mode de consommation que le capitalisme a développé avec cette surconsommation effrénée, et en même temps, ils nous rappellent, attention, revenez aussi à l'essentiel. L'essentiel qui est justement, nous sommes d'abord des êtres vivants qui vivons avec toute la biodiversité dont nous sommes partis, je n'arrête pas de le dire, mais c'est quand même ces notions de base vitales qui sont aujourd'hui remises en question, parce que nous allons au suicide humanitaire sinon. Et donc, réveillons-nous, remettons-nous dans cette conscience que nous formons un maillon de cette chaîne universelle, et que toute action destructrice du vivant, un jour ou l'autre, reviendra en boomerang. Chef Tanoné, le mot de la fin est pour vous. Quelle est pour vous l'émotion motrice de votre engagement, de votre action? L'amour, la colère, la peur, l'espoir? Que é a palavra que é mais importante para você? Bom, diante de tanto sofrimento, face à só tant de resta agora souffrance, a fé no coração. il me reste de la foi E o resto é com ele. dans le cœur, parce que le reste, Viver c'est na lui. fé, C'est le confiar Saint-Esprit. que ele Il faut é o faire rei do rei confiance, e é o parce dono que de lui, tudo. c'est Tá na mão dele. le propriétaire de tout. C'est entre ses mains, le Saint-Esprit. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, chef Tanoné, d'être venu autour de cette grande table aujourd'hui. Merci, et même tout simplement en France, pour nous aider à mieux entendre et comprendre. Merci, Lucilia Villaume, pour votre traduction parfaite. Et merci à vous, Saba Ramani. Je vous renvoie vers le site de la Grande Table sur franceculture.fr pour retrouver toutes les références de vos livres, et notamment de cette nouvelle collection que vous lancez chez Actes Sud. Un grand merci à Ludovic Auger, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes à la vidéo, et à Louis-Valentin Faury à la réalisation. Merci à toute l'équipe de la Grande Table des Idées, Lucas Bretonnier, Laurage Dutèche-Pérez, Culture, Oriane Delacroix et Violaine Malstaff.